Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, François Jubin, président de Wise AM, Sophie Chauvelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM. La Fed, est-ce qu'on parle d'une capitulation totale de la Réserve fédérale américaine hier soir, Mabrouk? Il est urgent de ne rien faire. Pourquoi? Quels sont les arguments de la Fed? Et l'autre question, du point de vue de l'investisseur, est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est inquiétant? Alors, il y a beaucoup de questions. Donc la première, si on regarde effectivement la décision de la Fed, qu'est-ce qui a motivé cette décision? D'une part, c'est un ralentissement de l'économie, pas effectivement de tension manifeste au niveau des prix. Sur la sphère nominale, c'est sous contrôle. D'ailleurs, la Fed on a même profité pour réviser à la baisse sa projection de croissance sur son indicateur fétiche, entre guillemets, le PCE, le core PCE. Donc une croissance... Donc là, c'est l'inflation, hein, c'est ça. Voilà, c'est le déflateur de la consommation des ménages. Et on a par ailleurs aussi une croissance qui a été revue en baisse. Alors, pas de péril dans la demeure. C'est 2,1 pour cette année, quoi. C'est pas. Oui, mais on vient de très loin. C'est-à-dire qu'on fait moins 0,8 par rapport à l'an dernier. On reste au niveau du potentiel. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que si on est au niveau du potentiel, il n'y a pas de tension inflationniste, il n'y a pas de création d'emplois. Donc on aura un marché du travail que la Fed a souligné effectivement solide, mais globalement la fin de cycle, enfin du moins l'épuisement du cycle, si je puis dire, est en train manifestement de se produire. Donc dans ce contexte-là, la Fed ne souhaite pas commettre d'erreurs de politique monétaire, et quand on regarde, finalement, elle est passée en mode plutôt risk management, plutôt que durcissement des conditions. Ça veut dire quoi, ça, si on essaye de traduire? Elle a quand même dans le statement, enfin dans le discours du FOMC de Jérôme Powell, il y a quand même plusieurs risques qui ont été mentionnés, le Brexit, tout ce qui concerne effectivement la sphère commerciale, etc. Donc tout ceci, ça a été mentionné. La Fed aujourd'hui pense qu'il y a vraiment une asymétrie qui consiste à dire si je remonte les taux, je crée peut-être je casse la machine finalement de la croissance économique, alors que si je ne fais rien finalement, la croissance économique peut continuer finalement de décélérer en bon ordre et pas de manière dispersée. Est-ce qu'elle est juste dans son diagnostic et est-ce qu'elle est juste, selon vous, dans le réglage de sa position de politique monétaire aujourd'hui? Parce que même les plus accommodants, voir que la Fed a effacé toutes les hausses de taux qu'on pouvait projeter d'ici la fin, le marché l'avait déjà fait, d'accord. Mais du point de vue de la Fed, c'était quand même un pas à franchir. Alors ils étaient sur des dots effectivement où ils anticipaient 2 hausses de taux pour cette année et donc là ils les ont effacées. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont maintenu une hausse de taux pour 2020 et pour 2021. Bon, ça à la limite, c'est une option gratuite, ça coûte rien. Oui, voilà, ça a plus grand sens, j'allais dire. Ça a plus grand sens de marcher dans un sens totalement différent et puis on voit mal effectivement comment est-ce qu'ils pourront faire ça. Mais l'autre point, ce qui a quand même surpris aussi les marchés, c'est le caractère non conventionnel aussi qui a été mis en avant. Donc on arrête clairement la réduction de la taille du bilan en septembre et surtout c'est qu'ils vont utiliser l'argent dont ils disposent pour racheter des treasuries. Ça c'est important dans un contexte où on sait que le Trésor américain va émettre. Pourquoi est-ce qu'il va émettre encore plus? Pour financer la réforme fiscale passé de Trump, parce qu'à un moment donné, la dette augmente et le déficit augmente, et donc il faut bien financer en émettant les obligations. Donc pour éviter un durcissement des conditions monétaires qui viendrait finalement de la sphère fiscale passée, la Fed a pris cette décision. Donc, et clairement, en termes de classe d'actifs, là ça profite à beaucoup de monde. François Jubin, je rappelle, début octobre, la Fed était trop dure du point de vue des marchés. L'économie américaine n'a jamais été en aussi bonne forme. C'était le discours de Jérôme Powell. Nous aurons sans doute besoin d'être restrictifs à un moment dans notre politique monétaire. Ça, c'était il y a 6 mois à peine. Aujourd'hui, c'est plus besoin de monter les taux. Et oulala, jamais on sera là pour freiner l'économie américaine. Et d'ailleurs, Powell l'exprime assez simplement. Il a l'avantage ou l'inconvénient, je sais pas, de ne pas être économiste, en tout cas de s'exprimer assez simplement par rapport à ça. L'objectif ultime de la Fed, c'est d'accompagner la croissance de l'économie américaine. Ça semble être un changement quand même très important en quelques mois là. On aurait pu imaginer une communication un peu moins dovish, parce que finalement le rebond des marchés, en fait, quelque part, la Fed a sans doute été influencée par ce qui s'est passé sur les marchés financiers au dernier trimestre, avec l'idée que la volatilité venant, ça a eu des implications sur la confiance des ménages, sur la confiance dans un bon nombre de secteurs. Et finalement, la Fed a souhaité réagir rapidement, ce qu'elle a fait dès janvier dans sa communication. Mais là,
on avait quand même, on a des stats qui sont certes revus légèrement à la baisse, mais des economic surprises qui sont certes en retrait, mais pour autant, on a quand même une économie qui semble solide. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'était si dovish que ça. Vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de voir une Fed devenir à ce point accommodante aujourd'hui. Finalement, on voit bien la réaction que ça a sur les marchés, puisque finalement, ça va continuer à soutenir les actions, là où elles avaient quand même... On est revenu sur le Nasdaq, sur les plus hauts qu'on a connus en 2018. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment urgence de ce côté-là. Voilà. Sauf à ce qu'il y ait un certain nombre d'informations qui seraient plutôt de nature anxiogène. Voilà. Mais bon, je suis un peu surpris du ton qui a été, de l'ensemble de ces mesures. Et ça veut dire quoi? C'est un signal pour vendre, c'est un signal pour prendre ses profits, vraiment passer à une phase de réduction de son exposition au risque, ou est-ce que non, c'est à l'inverse, boum, on va à 3000 sur le S&P 500 dans 2 mois, quoi. Alors, peut-être pas revenir. C'est 5% tout de suite, mais 5%. Se laisser quand même porter un peu, parce que quand même c'est une news. C'est quand même une news. Et puis là, on va rentrer. Donc ça reste favorable à la prise de risque. Ça reste, au risque embarqué, oui, je pense qu'aujourd'hui, là, on voit bien les réactions qu'on a sur le marché, ça tient. Alors après, il y aura peut-être notre premier sujet, le Brexit, qui va peut-être... Oui. Mais bon, ça, on en a parlé. Mais donc voilà, moi je pense que c'était peut-être un peu exagéré, parce que peut-être elle aurait bien fait de garder un peu de munitions pour les temps à venir. Sophie Chevelier, vos commentaires sur la Fed et puis la question de marché. Voilà. Est-ce que c'est le signal qu'il faut commencer à prendre ses profits peut-être de manière sérieuse, significative, ou est-ce que non, la direction c'est 3000 points sur le S&P 500 dans 2 mois? Moi, je pense que la réaction de la Fed, elle est très raisonnable dans le contexte actuel. D'ailleurs, la Fed a eu un parcours presque parfait finalement sur tout ce cycle. Mais elle s'est fait très peur en fin d'année, début d'année. C'est-à-dire que les tensions, le problème n'était pas dans le monde des actions, mais dans le monde obligataire, avec le stock de dette qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, et notamment dans les leverage loans. Il y a un risque qui a été soulevé par la plupart des banquiers centraux ces derniers mois, que ce soit Janet Yellen, que ce soit Ben Bernanke, avec effectivement, et j'écoutais une conférence de Janet Yellen la semaine dernière, où elle expliquait qu'en fait, il y avait beaucoup plus de freins à la hausse de taux que de freins à la baisse de taux. On a devant nous une situation aux États-Unis où on a une impulsion budgétaire forte, mais qui va s'interrompre avec un risque politique qui va être la confrontation des points de vue démocrates, républicains, et des démocrates qui n'ont pas forcément envie de faire des cadeaux à Donald Trump à partir de l'automne. L'arrivée au bout donc de budget budgétaire, de l'impulsion fiscale, et puis un contexte global compliqué avec une récession industrielle quasiment globale. Enfin, faut pas oublier les PMI manufacturiers en Europe, en Asie, Chine, Corée, Taïwan. Donc c'est le reste du monde qui leur fait peur là, d'une certaine manière. Et avec des incertitudes, voilà, le reste du monde qui fait peur, et puis des incertitudes fortes avec des discussions sino-américaines qui certes progressent, mais enfin qui sont toujours repoussées dans le temps. Donc un calendrier qui tend à s'étendre, alors que on voit, même aux États-Unis, la demande industrielle elle est quand même moins bonne. Le point d'interrogation du Brexit, Mario Draghi en a parlé aussi. Ça, même si on pense que c'est une probabilité faible, ça reste un point d'interrogation. Donc on a un contexte d'entreprises américaines assez endettées, d'un coût de la dette qui a beaucoup remonté, d'un service de la dette, parce que finalement c'est la question de la Fed au fond c'est ça, d'un service de la dette qui commence à être plus élevé aux États-Unis, et donc là la Fed a acheté du temps. Elle a dit, le service de la dette va remonter moins vite, on va accommoder, on va continuer à... C'est là que c'est une pause structurelle, là. C'est beaucoup plus qu'une pause de quelques mois liée à la baisse des marchés, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental comme position et beaucoup plus durable que ce qu'on imaginait. Tant que la Réserve fédérale ne devra pas faire face à des tensions inflationnistes, ce qui ne semble pas se dessiner, c'est pas ce qui est prévu dans le scénario. Elle n'a aucun intérêt à resserrer les taux à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment,
Aujourd'hui, c'est plus facile de les baisser que de les monter. Et je pense que Janet Yellen l'expliquait très très bien. La configuration maintenant est plus facile comme ça. Et c'est vrai que donc, c'est extrêmement positif pour les actions. Alors bien sûr, pas pour les banques, on en avait parlé la dernière fois, puisque là, c'est très difficile de gagner de l'argent quand on est une banque. Mais par contre, c'est très positif pour tous les secteurs qui vont bénéficier. Donc ça plaide pour au moins maintenir le niveau de risque encore aujourd'hui dans les portefeuilles. Oui, de toute façon, on est là, on a gagné, on vient de gagner quelques mois. Oui. Et c'est pas gênant que le marché, après la Fed hier soir, sorte renforcé dans sa conviction que le prochain move, c'est une baisse de taux, et c'est une baisse de taux dans moins d'un an maintenant. On a la question de l'impulsion fiscale. Hein. Donc, à quel camp ça s'arrête? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Donc, bon, après, le marché, il s'ajuste en continu. Hein. S'il y a un deal passé à l'automne entre républicains et démocrates pour qu'il y ait une poursuite du soutien budgétaire, la hausse de taux... Oui, le scénario se réajuste en permanence, je suis d'accord. Donc, pour l'instant, la baisse de taux 2020 qu'intègre le marché, vous dites, c'est encore un peu prématuré. Bien sûr. Non, parce que la probabilité semble s'être renforcée quand même encore. Plus directement à votre question, la crainte qui pouvait peser sur les actifs risqués au niveau international d'une fin de cycle aux États-Unis est repoussée. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on reste plus confortable avec les actifs risqués encore pendant un petit peu plus longtemps. Coup sur coup, je note quand même les deux grandes banques centrales, BCE et Fed, qui surprennent avec leur dovishness, hein, alors que le marché est déjà très très dovish, n'attend plus rien des banques centrales, les taux, enfin évidemment tout ça avait déjà été balayé par le marché. Coup sur coup, on a deux banques centrales qui surprennent encore le marché avec une position plus accommodante que ce qu'on imaginait. Je note juste au passage, il y a quand même une banque centrale qui a monté ses taux aujourd'hui, c'est la banque centrale de Norvège. Voilà. Pour dire qu'il y en a une. Oui. Bon, les Norvégiens, c'est encore un peu différent. Oui, c'est un monde à part. On a des banques centrales qui achètent du temps. En fait, tout le monde achète du temps aujourd'hui. Donc, que ce soit Donald Trump qui achète du temps en repoussant effectivement au mois d'avril, au mois de juin J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend ça. Oui, mais les banques centrales, oui, Trump c'est plus récent. Donc, oui. Il a changé effectivement de façon de faire en quelque sorte. Non, les banques centrales se sont mis dans ce mode-là de repousser finalement cet achat de temps. Et puis ce qui est important, c'est que ça ne profite pas qu'aux actions, en fait, cette histoire. C'est que quand vous êtes en mode risk-on, entre guillemets, vous allez aussi vouloir renforcer des positions sur la dette émergente. Vous avez le dollar qui s'affaiblit, donc que ce soit en devise locale ou en devise dure, les actifs émergents en bénéficient. Vous avez bien sûr les actifs obligataires, la sphère du crédit. Donc aujourd'hui, quand on est exposé, effectivement, c'est une bonne, entre guillemets, une bonne nouvelle. Cela dit, le problème, encore une fois, c'est qu'on achète du temps et on sait très bien que plus on repousse quelque part l'échéance et plus dur sera la chute si jamais un jour elle intervient. Et globalement, ça voudrait dire un revirement de politique monétaire quand même assez fort. Le marché qui anticipe une baisse de taux en 2020, une banque centrale ne baisse jamais ses taux, elle n'a pas de raison de le faire. En tout cas, la seule raison, entre guillemets, pour laquelle une banque centrale baisse ses taux, c'est qu'il y a une récession qui arrive. C'est qu'il y a une récession qui est en train de pointer le bout. Or là, effectivement, c'est là où on a fait quelque part un mismatch entre l'histoire financière, l'histoire économique. C'est que les économistes ne voient pas de récession, en tout cas on voit un ralentissement, on passe en dessous du potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on est en croissance négative. En revanche, pour qu'une banque centrale baisse ses taux, il faudrait s'installer dans cette configuration-là. Et c'est là où effectivement c'est bien difficile. Il y a un peu de schizophrénie là. Mais c'est finalement le fait de maintenir un peu une perfusion artificielle. Donc quelque part, on prend des décisions qui ne sont pas forcément rationnelles. Dernier commentaire avant qu'on marque une pause, Sophie et puis François, et puis on marquera la clôture. Ce qu'on a devant nous, ce qui est très très consensuel, c'était une récession technique en 2020 aux États-Unis, parce que finalement le cycle a été tellement long, ça va bien finir par arriver. Mais je pense que ce que fait aujourd'hui la Fed ne fait pas quelque chose pour éventuellement empêcher cette récession technique. La Fed fait quelque chose pour que cette récession ne soit pas trop dure. Parce qu'en fait, c'est la phrase de Warren Buffett, c'est quand la vague sortir qu'on nage sans maillot. Qu'on voit ceux qui étaient sans maillot. Et le problème de la dette aux États-Unis, de la dette corporate, c'est un problème réel. Et elle veut surtout éviter une redite de crise financière, avec un stress très très fort sur le marché du crédit qui est beaucoup plus profond aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, faut pas l'oublier. Donc, et là on pourrait avoir finalement une récession qui de ce fait se creuse beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû être naturellement. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent en ce moment de contourner. C'est ça. On est en train de préparer l'ampleur et la profondeur de la récession, de piloter ce moment-là. Mais si on ne le pas sur cette thématique juste très rapidement, il y a beaucoup d'acteurs émergents qui sont aujourd'hui lourdement endettés en dollars. Donc un durcissement des conditions monétaires, c'est-à-dire un durcissement du dollar, montée des taux, ça propagerait finalement une contraction, une dépression qui serait beaucoup plus forte.
au niveau mondial. François, un commentaire et puis on marque une sur effectivement les problématiques d'endettement, c'est la crainte, parce qu'à chaque fois que les récessions arrivent, c'est parce que elles viennent parce que des bulles d'endettement éclatent. Et donc aujourd'hui, on a des dettes qui sont importantes, des dettes privées dans tous les pays, des dettes publiques également. Donc je comprends tout à fait le point qui était développé. On va quand même vivre ce ralentissement et on va essayer quand même de capter l'incidence que ça va avoir sur les marges des entreprises et voir comment vont être résilients les différents business qu'on a à droite à gauche. Et d'ailleurs, on voit bien que on est reparti sur des choses assez consensuelles et on voit que la partie Nasdaq. C'est quoi consensuel? Oui, la tech. Le Nasdaq reprend parce que le business il est comment dire, il est imperturbable, donc sera totalement insensible au cycle et inversement. Alors ça, on a repris depuis qu'on parle, ça s'est un peu inversé, mais si on regarde ce qui s'est passé lors de l'annonce de la Fed, on voit que les small caps américaines ont beaucoup moins profité de cette position monétaire et sont depuis quelque temps dans une phase de reflux. Donc on va avoir ce ralentissement qui va à un moment donné mordre dans les small caps, on va dire plus proche de la dynamique domestique locale, interne de l'économie plus et moins porté par les méga tendances des tech et du Nasdaq.